J'étais là, assis dans le petit salon privé d'une brasserie huppée du 8e arrondissement de Paris, à regarder ma femme se transformer en une personne que je reconnaissais à peine. J'avais déjà vécu cette situation, pas dans ce restaurant précis, mais cette dynamique. Être l'intrus à ma propre table. Valérie avait insisté pour conduire ce soir-là. Stratégique, pas attentionné. Elle voulait me coincer, me contenir, et surtout, elle voulait que je paie. Karine, Béatrice et Juliette étaient déjà installées quand nous sommes arrivés à 19h30, en pleine conversation qui s'est arrêtée net à mon apparition. Les voix qui baissent, les regards échangés. Ce n'était pas spontané. C'était prémédité. Valérie s'est glissée sur la banquette près de ses amis, me laissant seul face à elle comme si je passais un entretien pour un poste que je n'obtiendrais jamais. Rien ce soir n'était un accident. Laurent, ravi que tu aies pu venir, a dit Karine, son sourire tranchant comme du verre. Divorcée 2 fois. Convaincue que cela faisait d'elle une experte en relations conjugales. Honnêtement, je n'étais pas sûr que tu viendrais. Eh bien, il faut bien que quelqu'un s'assure que l'addition soit réglée, non? Valérie a ri trop fort, de manière trop théâtrale. Ce rire qu'elle réservait pour signaler à ses amis qu'elle était dans la connivence. La blague, c'était moi. Un serveur est apparu. Valérie a commandé le vin sans me demander mon avis. Un détail peut-être, mais 18 ans de détail m'avaient appris à reconnaître les schémas. Tu es si arrangeant, a dit Béatrice avec cette fausse douceur. Une arme parfaite pour blesser sans paraître hostile. Laisser Valérie avoir ses soirées filles, c'est si rare de nos jours. Je préfère voir ça comme être un partenaire, ai-je répondu, soutenir les intérêts de l'autre. Bien sûr, a ajouté Karine, quoique, je dois dire, tu as de la chance. La plupart des hommes feraient une scène si leur femme sortait autant. La première vraie pique, déguisée en compliment pour Valérie tout en me tirant dessus. J'avais assez entendu ses amis se plaindre de leur relation pour reconnaître leur mode opératoire. Au fil des ans, Valérie s'était épanchée sur les mariages ratés de Karine, le mari absent de Béatrice, la séparation de Juliette. J'avais écouté, absorbé, observé. Je réalisais maintenant que j'avais accumulé des renseignements que je n'avais jamais voulu utiliser. Eh bien, dis-je en coupant le pain qui venait d'arriver, tout le monde n'a pas besoin de contrôler les moindres faits et gestes de son partenaire pour se sentir en sécurité. Le visage de Karine a affiché de l'irritation une seconde avant que son sourire ne revienne. Mais j'avais touché juste. Elle le savait. Et plus important, Valérie le savait. Sous la table, le pied de Valérie a heurté mon tibia. Un avertissement, pas une petite tape pour dire calmons le jeu, mais un coup sec signifiant que je gâchais son scénario. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un plus préoccupé par l'opinion de ses amis que par la façon dont son mari était traité. Cela me disait tout ce que je devais savoir sur ma place dans ce mariage. Les entrées sont arrivées. Valérie avait commandé des huîtres et une bisque de homard sans consulter le menu ni les prix. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle ne payait pas. C'était ma fonction. 18 ans de mariage, et quelque part en chemin, j'étais devenu le domestique. Alors Laurent, a continué Karine, décidant clairement de tenter une nouvelle approche après s'être remise de ma première riposte. Valérie mentionnait que tu es toujours dans la même entreprise, au même poste aussi, c'est ça? Pas d'envie de monter en grade? J'ai posé mon verre d'eau avec précaution. Je suis satisfait par un travail qui a du sens. Tout le monde n'a pas besoin d'un titre ronflant pour se sentir accompli. C'est sûr, a enchaîné Béatrice, suivant Karine comme toujours. Mais tu ne veux pas plus? Mon mari vient d'être nommé vice-président dans sa boîte. Les opportunités à ce niveau sont incroyables. Je savais pertinemment que le mari de Béatrice était responsable régional des ventes, pas VP, et qu'il entretenait actuellement ce que Valérie avait décrit comme une aventure émotionnelle avec sa nouvelle assistante. Mais j'ai gardé ça pour moi pour l'instant. Tout le monde n'a pas besoin de la validation d'une carte de visite, ai-je dit, gardant un ton léger, mais laissant percer la pique. Juliette était restée silencieuse jusqu'à présent, observant, prenant des notes mentales comme si elle préparait un procès. Elle était clerc de notaire, récemment divorcée, vivant chez sa sœur parce que son mari l'avait quittée pour une femme plus jeune. Elle s'est penchée en avant avec ce regard chirurgical et précis. Ça doit être agréable, dit-elle doucement, d'avoir une femme qui ne te met pas la pression pour réussir davantage. Certaines femmes pousseraient leur mari plus fort.
Ça doit être agréable d'avoir un mari qui est présent, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. La table est devenue totalement silencieuse pendant environ 3 secondes. Le visage de Juliette a blêmi. La bouche de Béatrice s'est légèrement ouverte, et Karine avait l'air d'avoir reçu une gifle. Même Valérie s'est figée, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Puis Valérie m'a donné un autre coup de pied, plus fort cette fois, et m'a lancé un regard censé m'ordonner de reculer. Mais tout ce que j'ai vu dans ce regard, c'était quelqu'un qui se souciait plus du confort de ses amis que de la dignité de son mari. Message reçu 5 sur 5. Waouh, a dit Karine, essayant de retrouver sa contenance. Quelqu'un est susceptible ce soir. Pas susceptible, ai-je corrigé. Juste attentif. Vous seriez surprise de ce qu'on remarque quand on écoute vraiment. Les plats principaux sont arrivés vers 20h35, et avec eux la deuxième tournée de boissons. Le salon privé semblait soudain plus petit, l'air plus lourd. À travers les grandes fenêtres donnant sur l'avenue, je pouvais voir d'autres clients dans la salle principale, des couples normaux ayant des conversations normales, et j'ai ressenti une étrange pointe de jalousie pour leurs problèmes ordinaires. Béatrice a repris là où Karine s'était arrêtée. Des animaux de meute encerclant leur proie. Tu sais ce que j'admire chez vous deux ? Valérie est si indépendante, et tu es si flexible avec son emploi du temps. Il faut un genre d'homme spécial. Flexible est un mot pour le dire, a ajouté Karine. Et les 3 femmes ont ri. Intéressant, ai-je dit en coupant mon entrecôte avec plus de force que nécessaire. Comment le respect devient de la faiblesse à la traduction. C'est presque comme si vous aviez préparé vos répliques. Le sourire de Béatrice s'est crispé. On n'a pas dit faiblesse. Vous n'aviez pas à le dire. C'est ce qui rendait la chose astucieuse. Valérie a enfin pris la parole. Se joignant à elle comme s'il s'agissait d'un simple badinage amical. Il est vraiment doué pour me laisser de l'espace. Je ne peux pas me plaindre de ça. Pas me plaindre. Comme si mon accommodation à sa vie sociale était le strict minimum, et non un choix fait par amour et confiance. Des années à m'entraîner à ignorer les signaux d'alarme. Des années à me dire qu'un bon mariage signifiait soutenir l'indépendance de son partenaire. Et nous voilà, avec elle se plaignant littéralement de mon manque de plainte. Tu dois admettre, a dit Karine, enhardie par la participation de Valérie, que les rôles traditionnels ont changé. Certains hommes gèrent ça mieux que d'autres. Et certaines femmes, ai-je répondu, confondent partenariat avec avoir un employé qui finance leur train de vie. Les regards échangés par les 3 amis m'ont confirmé que j'avais raison. Ce n'était pas spontané. C'était coordonné, répété, planifié. Valérie m'avait amené ici ce soir pour une raison précise, et ce n'était pas pour profiter d'un bon dîner entre amis. À 21h10, la deuxième tournée de boissons avait desserré le peu de retenue qui restait. Béatrice s'est lancée dans une histoire sur la façon dont son mari la courtisait encore après 15 ans de mariage, l'emmenant dans des rendez-vous surprises, lui laissant des mots d'amour, toutes ces choses censées garder un mariage frais. Je savais pertinemment que son mari avait été à Londres 3 fois le mois dernier, à chaque fois avec son assistante, car Valérie l'avait mentionné en passant. Mais Béatrice tissait un fantasme et tout le monde à table était censé jouer le jeu, c'est tellement important, a ajouté Karine, hochant la tête sagement comme si elle avait la moindre autorité pour parler de mariage réussi. Les hommes ne doivent pas se reposer sur leur laurier. L'étincelle doit rester vive. Valérie s'est jointe immédiatement, c'est vrai. L'étincelle doit rester vive. On ne peut pas juste vivre sur le passé. Toutes les 3 m'ont regardé alors comme si j'étais la pièce à conviction à dans le procès des maris complaisants contre les vies excitantes. Une étincelle nécessite 2 personnes pour l'allumer, ai-je dit en prenant une gorgée délibérée de mon eau. Assez difficile à faire en solo. Les yeux de Valérie se sont plissés. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ? Exactement ce que ça veut dire. Juliette, qui préparait quelque chose depuis 1 heure, a finalement frappé. Peut-être que si tu faisais plus d'efforts, si tu l'emmenais sortir, la surprenais, montrait un peu de spontanéité. Comme ce dîner, ai-je demandé en désignant la table. Oh, attendez. Je suis juste là pour le financer. Mon erreur. La tension était visible maintenant. Une présence physique dans la pièce. Le serveur venu voir si tout allait bien a jeté un coup d'œil à nos visages et a battu en retraite rapidement, reconnaissant probablement les signes d'une table sur le point d'imploser. Tu vois, a dit Karine, bondissant sur ce qu'elle voyait comme une faiblesse. Cette attitude défensive est exactement ce dont on parle.
L'incapacité à accepter la critique constructive. Ai-je répété lentement, les regardant chacune à leur tour. Donc, c'était prévu. Cette intervention sur tout ce qui ne va pas chez moi. Ne sois pas ridicule, a dit Valérie. Mais sa voix manquait de conviction. On discute juste. On ne peut pas avoir une conversation? Est-ce que c'est comme ça que tu appelles attaquer systématiquement le caractère de ton mari en public? Discuter? Béatrice est intervenue, essayant de détourner l'attention. Personne ne t'attaque. Nous sommes juste inquiètes pour Valérie. Elle mérite quelqu'un qui correspond à son énergie. Quelqu'un d'excitant, a ajouté Karine. Ambitieux, quelqu'un qui a de la prestance. J'ai posé ma fourchette et regardé directement Karine. Quelqu'un qui n'est pas moi. Dites-le franchement au lieu de tourner autour du pot. Eh bien, a dit Juliette doucement. Tu dois admettre que tu t'es installée dans un confort. Peut-être trop de confort. Valérie a besoin de quelqu'un qui la challenge, pas juste quelqu'un qui est d'accord avec tout. Je ne suis pas d'accord avec tout, ai-je dit, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je suis juste sélectif sur les batailles qui valent la peine d'être menées. Bien que je commence à penser que j'ai mal sélectionné toutes ces années. Les cartes des desserts sont arrivées à 21h45. Valérie a commandé des moelleux au chocolat pour tout le monde sans demander, choisissant naturellement l'un des articles les plus chers. Pourquoi pas? Ce n'était pas son argent. C'est à ce moment-là que Karine a décidé d'abandonner toute prétention. On peut être honnête ici? Valérie mérite quelqu'un qui la pousse à être plus, pas juste quelqu'un qui est confortable. Béatrice a hoché la tête avec enthousiasme. Quelqu'un qui la challenge, la rend meilleure. Quelqu'un d'excitant, a ajouté Juliette, sa voix douce mais coupante. Pas juste un colocataire qui paie les factures. Et à travers tout ça, Valérie était assise là, souriante. Pas un sourire gêné, pas embarrassée par le comportement de ses amis. Non, c'était un amusement sincère. Elle appréciait ça. La femme que j'avais épousée, celle qui avait l'habitude de me défendre contre quiconque me regardait de travers, participait maintenant activement à mon humiliation. J'ai senti un déclic. Une lucidité si nette qu'elle en était presque physique. Ce n'était pas à propos de ce soir. C'était à propos de ce que notre mariage tout entier était devenu. J'étais le distributeur automatique, le pourvoyeur fiable, le type qui se pointait quand on avait besoin de lui et disparaissait quand c'était incommode. Vous savez ce qui est fascinant, ai-je dit, ma voix calme d'une manière qui a fait marquer une pause à tout le monde. Vous trois avez passé toute la soirée à expliquer tout ce qui ne va pas chez moi, ma carrière, ma personnalité, ma valeur en tant que partenaire. Et Valérie, tu as hoché la tête, ajoutant tes propres observations, traitant cela comme si c'était utile. Laurent, a commencé Valérie, une menace dans la voix. Mais permettez-moi de vous rendre l'appareil, ai-je continué en regardant Karine. Tu as été marié 2 fois et les 2 fois tes maris t'ont quitté. Pas de divorce mutuel, ils sont partis. Peut-être que le dénominateur commun, ce n'est pas eux. Le visage de Karine est devenu livide. Je me suis tourné vers Béatrice. Et les voyages d'affaires de ton mari? Intéressant que son assistante Jennifer ait exactement le même planning de voyage, mais je suis sûr que ses nuits d'hôtel à Londres sont totalement professionnelles. La main de Béatrice a tremblé, renversant du vin sur la nappe blanche. Finalement, j'ai regardé Juliette. Au moins, ma femme est toujours assise à la même table que moi. C'est plus que ce que tu peux dire de ton mariage, n'est-ce pas? Arrête, a dit Valérie en se levant brusquement. La chaise a raclé bruyamment contre le parquet, attirant l'attention des tables à l'extérieur de notre salon privé. Arrête, tout de suite. Avec plaisir, ai-je dit calmement. Tu veux que je parte? Si tu ne peux pas supporter quelques retours honnêtes de mes amis, a-t-elle commencé. De gens qui tiennent à elle, a coupé Karine. Valérie a regardé ses amis autour de la table, puis moi, le visage rouge de colère ou de honte, ou les deux. Et puis elle a dit ça, les quelques mots qui allaient mettre fin à 18 ans de mariage en un seul souffle, alors contente-toi de payer l'addition et pars si ça ne te plaît pas. Tout le restaurant a semblé se taire. Même le bruit ambiant des couverts et des conversations a semblé s'arrêter. À travers les vitres, je voyais que les gens aux autres tables avaient remarqué l'agitation, essayaient de ne pas fixer, mais ne pouvaient s'en empêcher. À 22h15, je me suis levé lentement.
Tous les yeux du restaurant étaient sur nous maintenant, mais je ne me souciais plus des apparences. Ma femme avait rendu mon rôle clair comme de l'eau de roche. Pas son mari, pas son partenaire, mais son portefeuille. Quelqu'un qui devait soit se taire, soit dégager. J'ai mis la main dans ma veste et sorti mon portefeuille. Et pendant juste une seconde, j'ai vu le visage de Valérie s'illuminer. Elle pensait que j'allais payer, me soumettre, jouer mon rôle assigné comme je l'avais fait pendant 18 ans. Au lieu de cela, j'ai remis le portefeuille dans ma veste et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as tout à fait raison. Je devrais partir. Bien, a-t-elle dit, le soulagement inondant son visage. Alors, on peut juste utiliser la carte commune pour payer. Le mariage est fini, les jeux interrompus, ma voix portant à travers la salle à manger. Silence complet. Le genre de silence qui survient quand tout le monde dans un espace arrête de respirer au même moment. La bouche de Valérie s'est ouverte. Ses amis me fixaient comme si je venais d'annoncer que je venais d'une autre planète. Et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Quoi, a chuchoté Valérie. Tu m'as entendu. Tu viens de me dire que mon seul but ici est de payer les factures et de la fermer. Alors trouve quelqu'un d'autre. J'en ai fini. Attends, a commencé Karine. Il bluffe. Je me suis tourné vers elle. Continue de te dire ça. Béatrice a retrouvé sa voix. Valérie, dis-lui qu'il surréagit. Elle vient de le faire, ai-je dit, plusieurs fois ce soir pendant que vous expliquiez tout ce qui cloche chez moi. J'ai pris mon portefeuille de ma veste et me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Valérie monter avec panique. Laurent, tu ne peux pas être sérieux. Je me suis arrêté à l'entrée du salon privé et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Valérie était debout maintenant. Son visage pâle, ses amis regardant entre elle et moi comme si elle ne pouvait pas tout à fait traiter ce qui se passait. 18 ans, ai-je dit. Et tu viens de me réduire à un portefeuille sur pattes en public. Je suis mortellement sérieux. S'il te plaît, a dit Valérie, faisant un pas vers moi. Tout le monde regarde. Alors tu aurais dû y penser avant la performance de ce soir. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu le rire nerveux de Valérie, puis sa voix appelant mon nom à nouveau, plus aiguë cette fois, désespérée. Mais je ne me suis pas retourné. Pour la première fois depuis des années, je savais exactement où j'allais. Loin. Le parking souterrain était calme, mais pas résonnant sur le béton alors que je marchais vers ma voiture. Mes mains tremblaient légèrement en déverrouillant la porte, mais ce n'était pas le doute ou le regret. C'était l'adrénaline, pure et simple. L'adrénaline d'avoir enfin posé une limite. Je me suis assis dans mon Audi un moment, juste à respirer, le cuir frais, l'odeur familière, le silence, pas de voix me disant ce que je faisais mal. Pas de rire à mes dépens. Pas de spectacle pour un public qui avait déjà décidé que j'étais le méchant de l'histoire. Mon téléphone était là où je l'avais laissé, dans la console centrale. Je l'avais mis en silencieux avant le dîner, pensant qu'il était poli d'accorder toute mon attention à Valérie et ses amis. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai démarré la voiture et je suis sorti du garage, prenant la direction de la 13. Le trajet de retour vers Saint-Germain-en-Laye me donnerait le temps de penser, de traiter, de passer les appels que je devais passer. J'ai baissé les vitres, laissant l'air froid d'octobre frapper mon visage comme un réveil. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, ma tête était complètement claire. Pas de remise en question, pas à me demander si j'avais surréagi, juste la certitude pure et cristalline que j'avais fait le bon choix. Cette paix a duré exactement 23 minutes. Vers 22h25, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord une notification, puis deux, puis un flux continu que je pouvais entendre même par-dessus le bruit du vent et de la circulation. Au moment où j'étais à mi-chemin, il vibrait si fréquemment qu'on aurait dit un frelon en colère piégé dans mon porte-gobelet. Je me suis arrêté sur une aire de repos de la 13 et j'ai vérifié mon téléphone. 71 messages. 71, tous de Valérie. Et il racontait l'histoire de quelqu'un réalisant lentement que son bluff avait échoué. Les premiers étaient colériques. C'est ridicule. Tu te ridiculises. Reviens ici tout de suite. Des jeux de pouvoir classiques de quelqu'un qui s'attendait à ce que je plie sous la pression, qui avait été entraîné par 18 ans de ma soumission. Puis est venue la phase de négociation. Ok, c'est bon. Peut-être qu'on est allé trop loin. On peut en parler comme des adultes.
Reviens juste et on arrangera ça. Mais en faisant défiler les messages, je pouvais voir sa confiance s'effriter en temps réel. S'il te plaît, ne fais pas ça est devenu je suis désolé. Puis ok, elles disent que tu es sérieux. Et enfin, le message qui m'a presque fait rire aux éclats, oh mon Dieu, tu m'as vraiment laissé ici. La réalité d'être assise là avec une addition de 400 € et aucun moyen de payer avait apparemment traversé ses illusions assez rapidement. Le message 45 l'a confirmé, le serveur a apporté l'addition. Ce n'est plus drôle. Donc, elle avait enfin compris que son distributeur automatique humain avait quitté le bâtiment. Message 52, j'ai dû appeler ma sœur pour qu'elle apporte sa carte bleue. Tu as une idée d'à quel point c'est humiliant? J'ai ri à celui-là. Elle s'inquiétait d'être humiliée maintenant. Après avoir passé une soirée entière à orchestrer mon humiliation publique pour le divertissement de ses amis. Au message 60, la colère était revenue. Mais cette fois, elle avait une pointe de désespoir. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Ce n'est pas comme ça que marche un mariage. Apparemment, les mariages fonctionnaient en ayant une personne qui paie pour tout en tolérant n'importe quel niveau de manque de respect. Mais ils ne fonctionnaient plus quand cette même personne décidait qu'elle en avait assez. Je suis resté assis dans ma voiture sur l'aire de repos et j'ai appelé la ligne d'urgence de mon avocat. Maître François Mercier gérait les contrats de mon entreprise depuis des années, mais je savais aussi qu'il avait un cabinet de droit de la famille. Sa messagerie s'est déclenchée et j'ai laissé un message indiquant clairement que cela ne pouvait pas attendre lundi. François, c'est Laurent. J'ai besoin d'une consultation d'urgence demain matin à la 1re heure. Mon mariage est fini à compter de ce soir. Témoin public, SMS, documentation, la totale. Rappelle-moi dès que tu as ce message. Ensuite, j'ai appelé mon comptable et laissé un message similaire. Quand vous avez construit une vie avec quelqu'un pendant 18 ans, vous ne partez pas simplement. Vous vous retirez stratégiquement tout en protégeant tout ce pour quoi vous avez travaillé. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Numéro inconnu. J'ai répondu prudemment. Ah, donc tu réponds au téléphone, a dit Karine. Sa voix était absolument furieuse, ce qui signifiait que Valérie avait sollicité son aide pour me faire revenir. Qu'est-ce que tu veux, Karine? Qu'est-ce qui cloche chez toi, bordel? Ta femme est assise ici à pleurer toutes les larmes de son corps, et tu as juste disparu comme une espèce de lâche. Très mature, fuir une conversation. Je me suis garé plus complètement sur la place de parking parce que cette conversation allait nécessiter toute mon attention. Fuir une conversation. C'est comme ça que tu appelles ce qui s'est passé là-bas? Écoute, peut-être qu'on s'est un peu emporté avec les taquineries, mais ce n'est pas une raison pour piquer une crise et abandonner ta femme. Taquinerie? J'ai répété le mot lentement, goûtant à quel point il sonnait faux. Vous avez passé 1 heure à attaquer systématiquement mon caractère, ma masculinité, ma valeur en tant qu'être humain avec la pleine participation et les encouragements de ma femme. Puis elle m'a dit de payer l'addition et de partir si je ne pouvais pas le supporter. Mais c'est moi qui pique une crise. Elle ne le pensait pas comme ça, et tu le sais. Non, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle le pensait exactement comme ça. Et maintenant qu'il y a des conséquences, soudainement tout le monde veut prétendre que c'était juste un amusement inoffensif. La voix de Karine est devenue plus tranchante. Tu es ridicule. C'est ta femme. On ne quitte pas sa femme pour quelques blagues. Tu as raison, ai-je dit, et j'ai pu l'entendre commencer à se détendre, pensant qu'elle m'avait atteint. Je ne pars pas pour des blagues. Je pars quand ma femme indique clairement que je ne suis rien de plus qu'un portefeuille sur pattes dont le seul but est de payer pour son divertissement pendant qu'elle et ses amis m'utilisent comme cible. Ce n'est pas. Voilà ce qui va se passer, les jeux coupés, ma voix tombant à ce ton calme et froid qui oblige les gens à écouter. Tu vas raccrocher ce téléphone et ne plus jamais me contacter. Ma femme a fait son choix ce soir quand elle a préféré votre approbation à la dignité de son mari. Maintenant, elle doit vivre avec ce choix. Tu ne peux pas être sérieux. Elle s'effondre ici. Alors peut-être que toi et tes amis pouvaient la réconforter. Vous avez eu ce que vous vouliez, non? Vous avez prouvé qu'elle valorise vos opinions plus que son mariage. Félicitations. J'ai raccroché et immédiatement bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de ma femme aussi. Si elle voulait communiquer, elle pourrait le faire par le biais d'avocats, mais apparemment bloquer son numéro l'a juste rendue plus créative. 5 minutes plus tard,
mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro différent cette fois. J'ai répondu, m'attendant à une autre amie. S'il te plaît, ne raccroche pas. C'était Valérie appelant depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Sa voix était chargée de larmes, ou du moins de la performance des larmes. Après 18 ans, j'avais appris à faire la différence. Je sais que tu es en colère, mais on doit parler de ça. On a eu 18 ans pour parler de ça. Ce soir, tu as clairement fait comprendre qu'il n'y a plus rien à discuter. C'est faux. Je t'aime. C'est juste un malentendu. Un malentendu? Je me suis réengagé sur la 13, rentrant chez moi pendant qu'elle suppliait à mon oreille. Tu m'as dit de payer l'addition et de partir devant un restaurant plein de gens après être resté assise tranquillement pendant que tes amis passaient une heure à expliquer tout ce qui ne va pas chez moi. Quelle partie de ça ai-je mal compris? La ligne est restée silencieuse un long moment. Puis, j'étais juste frustré. Tu étais tellement conflictuel avec mes amis. Conflictuel pour m'être défendu contre leurs attaques? Ce n'étaient pas des attaques. Elles étaient juste elles-mêmes. Et tu n'as pas pu le gérer. C'était là. La vraie vérité. Ses amis étant elles-mêmes signifiaient m'attaquer. Et moi étant moi-même signifiait t'encaisser en silence. C'était la dynamique qu'elle attendait. La dynamique qu'elle avait cultivée pendant des années. Et quand j'ai refusé de jouer le jeu, je suis devenu le problème. Tu as raison, ai-je dit en entrant dans mon allée à Saint-Germain-en-Laye. Elles étaient elles-mêmes. Et moi aussi quand je suis parti. La différence, c'est que je ne demande à personne d'autre de changer qui il est pour me rendre confortable. J'ai raccroché et je suis entré dans la maison. Demain, je commencerai à passer les appels nécessaires, à mettre en place les protections nécessaires. Ce soir, je voulais juste profiter du silence. Mais ce silence a duré exactement 10 minutes. Mon téléphone a sonné à nouveau. Apparemment, Valérie était passée à l'utilisation des téléphones de ses autres amis. J'ai reconnu le numéro cette fois. Béatrice, celle qui avait fait le commentaire sur son mari qui la courtisait encore tout à l'heure. Quelque chose me disait que cette conversation allait être intéressante. Quoi, ai-je répondu sans aucune prétention de politesse. Waouh, quelle classe. Pas étonnant qu'elle ait des doutes sur ce mariage. Des doutes? J'ai presque ri. Elle m'a dit de payer l'addition et de partir. Ce n'était pas des doutes. C'était une décision. Écoute, le dur à cuire, ta petite crise de colère a assez duré. Elle est là à pleurer toutes les larmes de son corps. Et franchement, c'est pathétique. Reviens, paie cette foutue addition et ramène ta femme à la maison comme un homme. L'audace pure de cette femme était époustouflante. Après avoir passé la soirée à la regarder participer à ma démolition, elle me faisait maintenant la leçon sur le fait d'être un homme. Comme un homme, ai-je répété. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi? Est-ce que ça veut dire s'asseoir tranquillement pendant que les amis de ma femme expliquent tout ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que ça veut dire payer pour le privilège d'être manqué de respect? Ou est-ce que ça veut dire savoir quand on en a assez et partir avec sa dignité intacte? Ça veut dire ne pas abandonner sa femme pour quelques discussions de filles inoffensives. Il y avait encore cette phrase, discussion de filles inoffensives, comme s'il y avait une protection magique qui rendait l'abus verbal acceptable tant qu'il venait de femmes qui appelaient ça du lien social. Voici ce que je trouve fascinant, ai-je dit en m'installant dans mon fauteuil préféré dans mon bureau à domicile. Tu as passé toute la soirée à essayer de me démolir, remettant en question ma masculinité, ma valeur, tout chez moi. Mais maintenant que j'ai répondu exactement comme l'homme fort et décisif que tu prétendais que je n'étais pas, soudainement je suis le problème. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Non. Alors explique-moi ce qui s'est passé. Parce que de là où j'étais assis, ça ressemblait à 3 femmes qui ont décidé d'utiliser le mari de leur ami comme divertissement avec sa pleine participation et ses encouragements. On s'amusait juste. Si tu ne peux pas supporter un peu de taquinerie. Arrête. Ma voix a coupé son excuse comme une lame. Arrête d'appeler ça de la taquinerie. Tu sais ce qu'est la taquinerie? La taquinerie est affectueuse. La taquinerie, c'est quand des gens qui tiennent à toi te charrient sur quelque chose d'anodin. Ce que vous avez fait était systématique, coordonné et conçu pour humilier. Tu es beaucoup trop sensible à ce sujet. Vraiment? Laisse-moi te poser une question.
Comment te sentirais-tu si ton mari invitait ses potes à dîner et qu'il passait toute la soirée à expliquer tout ce qui ne va pas chez toi? Ton physique, ton intelligence, ta valeur en tant que partenaire, ta capacité à satisfaire un homme. Et à travers tout ça, ton mari restait juste là à rire avec eux, ajoutant ses propres commentaires de temps en temps. La ligne est devenue silencieuse et puis j'ai continué. Quand tu en as finalement eu marre et que tu as dit quelque chose, ton mari t'a dit de payer le dîner de tout le monde et de partir si tu ne pouvais pas supporter les blagues. Comment cela te ferait-il sentir? C'est différent, a finalement dit Béatrice. En quoi est-ce différent? Parce que les hommes sont censés être plus forts face à ces choses-là. Plus forts? Donc, c'est mon travail d'être assez fort pour tolérer n'importe quel niveau de manque de respect, mais ce n'est pas ton travail d'être assez décente pour ne pas en distribuer en premier lieu. Écoute, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, mais ce n'est pas une raison pour faire exploser tout ton mariage. Je n'ai pas fait exploser mon mariage, ai-je dit. Ton amie l'a fait quand elle a clairement indiqué que je ne suis rien de plus qu'un moyen de paiement qui devrait se taire ou partir. J'ai choisi de partir. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Pendant les heures suivantes, mon téléphone est devenu un champ de bataille. Des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Chacun d'une amie ou d'un membre de la famille différent que Valérie avait enrôlé dans sa campagne pour me faire revenir. Message 59, s'il te plaît, parle-moi juste. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire ça. Message 71, elles m'ont poussé et je me suis juste laissé emporter. Laurent, s'il te plaît. On peut arranger ça. Message 83, 18 ans ne peuvent pas finir comme ça. Je les ai tous lus, mais je n'ai pas répondu. Chaque message ne faisait que renforcer ce que je savais déjà. Elle s'inquiétait de la logistique, des biens, de l'apparence de tout ça. Pas de moi, pas de ce qu'elle avait fait ou dit, juste des conséquences. À 1h du matin, mon téléphone s'est allumé avec un texto de quelqu'un que je reconnaissais. La sœur de Valérie, Isabelle, qui avait toujours été raisonnable, quelqu'un qui restait en dehors des disputes conjugales et nous traitait tous les deux équitablement. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais elle est chez moi en train de pleurer. Quoi que ce soit, tu ne penses pas que tu surréagis? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Si Isabelle tendait la main, Valérie devait peindre un sacré tableau d'innocence blessée. J'ai répondu, demande-lui de te dire exactement ce qu'elle m'a dit au restaurant. Mot pour mot. Puis demande-toi si tu accepterais que ton mari te dise ça en public. La réponse est revenue rapidement, elle a dit que tu étais difficile avec ses amis et qu'elle a été frustrée. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle m'a dit de payer l'addition et de partir si je ne pouvais pas supporter leurs blagues devant un restaurant bondé après être resté assis tranquillement pendant qu'elle passait 1 heure à attaquer mon caractère. Longue pause. Puis elle a dit ça mot pour mot devant des témoins. Après 18 ans de mariage, elle m'a réduit à un portefeuille qui devrait se taire ou dégager. Une autre longue pause. Je n'avais aucune idée. Elle a fait croire que tu avais juste explosé pour rien. Oui, c'est pour ça que j'ai fini. Le mensonge lui vient naturellement maintenant. Je n'ai pas attendu de réponse. La conversation était terminée, tout comme le reste. À 2h du matin, j'avais reçu des messages de 12 numéros différents, amis, membres de la famille, même des gens que je connaissais à peine. Valérie travaillait clairement tous les angles, essayant de trouver quelqu'un qui pourrait me faire entendre raison. Mais voici ce qu'elle ne comprenait pas. Ce n'était pas une décision émotionnelle qui pouvait être discutée. C'était une décision d'affaires. Elle avait rompu le contrat fondamental de notre mariage, le respect mutuel, et l'avait fait publiquement, définitivement, et sans aucun égard pour les conséquences. Le dernier message est arrivé à 2h47 du matin de ce que je supposais être encore un autre téléphone emprunté. S'il te plaît, je sais que j'ai merdé. On peut juste en parler comme des adultes. J'ai fixé ce message pendant 5 minutes, pensant à 18 ans de souvenirs, les bons moments, les rêves partagés, la vie que nous avions construite ensemble. Puis j'ai pensé à son visage quand ses amis me démolissaient. La façon dont elle s'était illuminée avec l'attention, la façon dont elle avait participé à mon humiliation, la cruauté décontractée dans sa voix quand elle m'avait dit de payer et de partir. J'ai supprimé le message sans répondre. À 3h30 du matin, je suis allé dans la chambre d'amis, pas parce que j'étais dramatique, mais parce que la chambre principale semblait appartenir à des gens qui n'existaient plus. Le couple qui avait partagé cette chambre était parti. Terminé au moment où elle avait choisi son public plutôt que son mari.
Je me suis allongé dans le lit d'amis, fixant le plafond, attendant que le doute s'installe. La remise en question, la culpabilité, la voix qui me dirait que j'avais surréagi, mais elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années. Parce que pour la première fois de tout notre mariage, j'étais exactement là où je devais être. Dans un endroit où j'étais respecté, valorisé et traité avec la dignité que chaque personne mérite, même si cet endroit n'était qu'une chambre d'amis dans ma propre maison. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le réveil a sonné à 7 heures. Je me suis réveillé frais, alerte, prêt. Le genre de prêt que l'on ressent quand on sait qu'on est sur le point de faire quelque chose d'important, quelque chose qui définira le reste de sa vie. J'ai fait du café dans la cuisine que j'avais payée. Regardant l'électroménager que j'avais acheté, les rénovations que j'avais financées, non pas avec ressentiment, mais avec clarté. Tout cela n'était que des objets. Ce qui comptait, c'était ce qui venait ensuite. Mon téléphone ne montrait aucun nouveau message de la nuit. Valérie avait finalement arrêté, soit par épuisement, soit par la réalisation que je ne reviendrais pas. Le décompte final était de 87 messages et 14 appels manqués. Tous documentés, tous sauvegardés. À 8 heures précises, je suis entré dans le bureau de Maître Mercier. Il avait du café prêt et les documents préliminaires étalés sur la table de conférence. Pendant l'heure suivante, nous avons passé en revue les détails. Le partage des biens, la maison à Saint-Germain-en-Laye, les investissements, les comptes de retraite. J'étais le principal soutien financier, contribuant à environ 75% des revenus du ménage au fil des ans. Pas d'enfant. Cela avait été la décision de Valérie il y a des années, une décision que j'avais acceptée parce que je pensais que c'était ce que faisaient les partenaires. Cela devrait être relativement propre, a dit Maître Mercier en examinant les documents. Pas de problème de garde, des contributions financières claires, et des témoins publics de l'incident précipitant. Nous déposerons une requête d'urgence pour geler les comptes joints aujourd'hui, puis nous travaillerons sur l'accord de séparation préliminaire. Alors que je signais les documents initiaux, mon téléphone a vibré. Un autre nouveau numéro. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. On ne peut pas au moins parler ? C'était Valérie depuis encore un autre téléphone. J'ai répondu par écrit, par le biais des avocats. Le mien contactera le tien. Tu fais vraiment ça. Tu l'as déjà fait. Je ne fais que l'officialiser. À 10 heures du matin, j'étais de retour dans mon bureau à domicile. Papier déposé, compte protégé, avenir sécurisé. Je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai regardé la photo de mariage encore sur l'étagère. Je ne l'avais pas encore enlevée. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Cela n'avait plus d'importance. J'ai pensé à qui nous étions il y a 18 ans. Jeunes, pleins d'espoir, construisant quelque chose ensemble. Puis j'ai reconnu qui nous étions devenus. Deux personnes vivant des vies séparées sous un même toit. Une personne pourvoyant pendant que l'autre se donnait en spectacle. Quelque part en chemin, j'étais devenu le domestique, le distributeur, la commodité. La nuit dernière, je m'étais rappelé que j'étais une personne avant tout. 18 ans de mariage avaient pris fin avec ces mots, paix l'addition et part. Elle avait pensé que je tolérerais tout, que mon accommodation était infinie. Je pensais que je le devais. Qu'être un bon mari signifiait accepter de moins en moins de respect. Nous avions tous les deux tort. L'homme qui était sorti de ce restaurant ne reviendrait pas. L'homme qui avait accepté le respect décroissant était parti pour toujours. Ce qui restait était quelqu'un qui connaissait sa valeur et n'accepterait rien de moins. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être.